Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on se retrouve avec Georges Spira pour parler des Juifs de Pologne. Mais bien sûr, on attend le carnet de famille et puis après le résumé d'il y a 2 semaines. Ah Bechavot, ben Georges. voilà, tu as tout juste, tu as tout dit. Merci Johan. Bien, bonsoir tout le monde. Ça va, vous m'entendez? Ça marche? Bon, alors oui, eh ben, c'est vrai, on a un carnet de famille ce soir, avec des choses heureuses et puis des choses un peu moins sympathiques. Déjà, Sigi et Suzy Anhart ont célébré la bat mitzvah d'une petite fille il y a 15 jours et je m'excuse auprès d'eux, j'ai oublié de l'annoncer. Alors je me rattrape ce soir. Un Mazel Tov, ça ce sont de bons événements. Et puis Ruti et Yitzhak Birman ont eu la bar mitzvah d'un petit-fils et le mariage d'un petit-fils, pas le même, je vous rassure, on ne se marie pas à 13 ans. Et aussi un grand Mazel Tov, ce sont de bonnes nouvelles, il faut les prendre. Et puis, une nouvelle un peu moins sympathique, Daniel Schiff, qui a célébré le mariage d'une petite fille il y a quelques semaines, a perdu un frère la semaine dernière et elle a terminé sa Shiva maintenant et on lui présente toutes nos condoléances. Donc voilà, ça c'est pour le carnet de famille, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu un petit bas ce soir et un grand bas même, mais c'est comme ça. Et on attaque tout de suite le vif du sujet parce qu'on a plein de choses de nouveau à raconter ce soir. Et on a vu il y a 15 jours, on était en train de terminer, on a terminé la situation socio-économique des Juifs après le potop, après la catastrophe de Chmielniki 1648 en Pologne. Et nous avons vu que avant cette affaire-là, les Juifs étaient présents dans l'import-export très très largement. Je ne vous refais pas tout le détail, je vous remets juste un petit peu le topo. Et puis, mais cela dit, il y a des différences dans leur potentialité de travail selon les voïvodies. Les voïvodies, ce sont les régions qui ont une législation autonome. Alors, il y a une législation générale pour toute la Pologne, plus ou moins appliquée, ça c'est le roi, et chaque voïvodie a un voïvode, un patron, un gouverneur, qui fait sa loi locale. Et les lois sont différentes selon qu'on se trouve à Poznan, à Cracovie, à Varsovie ou à Bielsk. On a également des différences dans les voïvodies, non pas seulement au niveau de l'import-export, mais également au niveau du commerce, de l'affermage ou du droit d'exploiter des auberges. Et puis nous avons également vu que Varsovie se développait. Varsovie, dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, c'était Cracovie, qui était vraiment le centre. Et puis voilà que Varsovie commence à se développer très largement. Et il y a à Varsovie, évidemment, des bourgeois, ce qu'on appelle des bourgeois. Il faut pas faire le parallèle avec les bourgeois occidentaux. On appelle des bourgeois des gens qui ne sont ni dans la paysannerie ni dans l'artisanat. Mais ces bourgeois peuvent être des gens très fortunés ou très pauvres. C'est très variable. C'est simplement une catégorie plutôt professionnelle, socio-professionnelle. Et donc, on a à, à Varsovie beaucoup de bourgeois dans l'artisanat, le commerce, organisés en syndicats. Et du coup, les Juifs vont s'organiser en syndicats également pour contrer la concurrence et pour se défendre vis-à-vis de ces bourgeois chrétiens qui nous font la vie dure, il faut dire, nous mènent une vie extrêmement difficile. Donc, on va trouver des syndicats juifs dans toutes sortes de professions, que ce dans les différents produits du commerce. Chaque produit ou chaque catégorie de produits a son propre syndicat pour se défendre. Et voilà. Alors voilà que ça va un petit peu moins bien, je vous l'avais dit, et les Juifs, pas mal de Juifs vont partir vers les campagnes. Déjà avant 1648, le mouvement s'amplifiera après. Et pourquoi? Parce que les seigneurs ne les aiment pas tellement, les Juifs. Simplement, les Juifs leur assurent des revenus très confortables. Les Juifs, ce sont des bons hommes d'affaires, ce sont de bons aubergistes, et ils ramènent beaucoup d'argent pour les nobles. Donc, ils sont soutenus par les nobles en permanence. Ils sont soutenus par le roi aussi. Je vous l'ai dit plusieurs fois, les rois de Pologne, de rares exceptions près, ont défendu les Juifs.
Alors, leur défense n'était pas toujours très efficace, ça c'est autre chose, mais en gros, ils ont défendu les Juifs de même que les nobles. Parce que, alors les nobles vraiment clairement par intérêt, et je vous rappelle que quand Chmielniki, il y a eu l'affaire de Chmielniki, les Cosaques venaient d'abord pour tuer les nobles. Et au passage, ils ont pris les Juifs avec. Ça fait beaucoup de casse quand même, hein. Bien, donc euh, beaucoup de Juifs s'installent à la campagne. Ils rapportent beaucoup d'argent aux nobles, mais eux restent très misérables parce que c'est une éponge qu'on plonge dans la poche des paysans et qu'on essore dans la poche du noble. Et au passage, le juif, il gagne 3 sous, mais juste de quoi ne pas mourir de faim. Il y a des exceptions. Je vous ai parlé, par exemple, d'un intendant, d'une noble, d'une dame polonaise qui s'appelait Israël Grobinowicz à Sandemirch. Et ce monsieur avait déjà des gages très très importants comme intendant, mais en plus, elle lui a donné des terrains qu'il pouvait exploiter à son profit, une licence pour l'auberge et pour la fabrication d'alcool. C'est un homme qui a été extrêmement fortuné. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, les Juifs, ben, ils se divisent en 3 catégories. Une partie est bourgeoise, donc petit commerce et petit artisanat. Une partie dans la paysannerie et une partie, ce sont des urbains extrêmement pauvres. Extrêmement pauvres. Ils ne sont pas aimés. Ah, ce n'est pas une nouvelle, hein. Là, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre en vous disant qu'ils sont méprisés et mal aimés. J'ai franchement rien inventé de bien nouveau en vous disant ceci. Ils sont jalousés, on se demande bien pourquoi. Mais par contre, ils sont admis dans la grande société, en tout cas ceux qui ont réussi, ceux qui ont de belles situations, sont admis dans la grande société nobiliaire polonaise, très curieusement. Voilà. Alors, d'un autre côté, ils sont pressurés par le fisc, encore pas une nouveauté là, et finalement, c'est une communauté qui est exactement à l'image de la communauté polonaise, de la communauté non juive polonaise. C'est une communauté éclatée complètement en groupes socio-économiques et de la même manière que la société polonaise. Mais par contre, la société polonaise accepte de moins en moins bien la présence des juifs et nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Alors, on en était là. Ça, c'était l'affaire de la situation des Juifs avant 1648 en gros, et au tournant de cette affaire de Chmelniki. Et puis après, on a commencé à faire le point, la comparaison entre les Juifs avant et après 48. Et on a surtout vu déjà que les Juifs en Pologne, euh, en tout cas à leur origine, sont pas méprisés du tout, sont très très bien acceptés, chose qui n'a existé nulle part, très bien acceptée, pas méprisée, et ils ont une exceptionnelle autonomie qu'on ne retrouve nulle part en diaspora, à aucun moment, sinon le petit royaume de Dounova au Yémen au XVIe siècle. Ça, c'est une histoire presque mythologique. Mais là, en Pologne, ils sont autonomes grâce à ce fameux Vaad Arba Aratzot qui va être créé en 1570. Voilà, 1580, pardon. Et puis, ce Vaad Arba Aratzot, qui leur donne une totale autonomie judiciaire, c'est important, et qui est également chargé quand même d'une collecte collective de l'impôt. C'est-à-dire que le roi fixe un montant que les Juifs de Pologne doivent payer au Vaad Arba Aratzot, le Conseil des 4 pays, de faire la péréquation, la répartition de cet impôt selon l'importance des communautés et leur richesse. Évidemment, on a déjà vu ce type de situation. Évidemment, ça ne se passe pas sans grincement de dents et on va se réunir 2 fois par an, une fois à Lublin, lors de la grande foire de Lublin, une fois à Yaroslav. Les communautés vont se réunir pour discuter de la répartition de l'impôt. Et ça se passe parfois de façon un petit peu douloureuse.
Alors, on va prendre un juge de paix. Le juge de paix, ce seront des rabbins. Et ces rabbins vont être là pour trouver des modus vivendi et pour trouver la bonne péréquation et le bon problème, la bonne solution. Il va falloir, puisqu'ils sont autonomes juridiquement, qu'ils étudient beaucoup plus pour connaître les lois juives qui doivent régir la communauté juive de Pologne. Et donc, ça va donner naissance à toute une kyrielle de yeshivot. Ça, c'est un phénomène nouveau. On est là à la fin du XVIe siècle. Toute une kyrielle de yeshivot où on va étudier les textes, on va étudier le Talmud pour savoir répondre aux problèmes juridiques qui se posent. Et viendra un espèce de jeu d'esprit très courant en Pologne, qu'on appelle le pilpoul, et le grand plaisir des Juifs, c'était d'avoir une discussion sur un point de halakha, sur un point de juridictionnel, et de dire oui, mais tel Rav, il a dit comme ça, et Rabbi Eliezer, il a dit comme ça, et on discute et on se chamaille très gentiment. Mais c'est vraiment un mouvement très intellectuel et qui amène à une étude très approfondie du Talmud. Donc voilà, on en était à peu près là. Attendez que je retrouve mon papier. Oui, voilà, voilà, voilà. Et cette érudition talmudique est extrêmement prisée. C'est quelque chose de très respecté en Pologne à l'époque. Et ça va créer un phénomène très intéressant. Les gens très en vue sont les gens puissants, les gens riches, les gens qui ont les moyens et qui ont donc le pouvoir. Et puis voilà qu'il y a une catégorie de personnes, ce sont les Talmidei Chachamim, pas forcément que des rabbins, mais des jeunes qui sont très érudits, qui sont très calés, qui sont souvent très très pauvres, mais ils accèdent à une espèce de noblesse, noblesse de l'esprit, et qui dame parfaitement le pion à la noblesse d'argent. Et cette noblesse d'argent va beaucoup respecter cette noblesse d'esprit, à telle enseigne qu'il est très fréquent qu'un monsieur un peu fortuné, qu'un monsieur religieux, bien entendu, ils l'étaient tous à peu près, pas forcément avec beaucoup de savoir, mais religieux, oui, va offrir à sa fille un gendre, un fiancé, qui est un Talmid Chacham, et il s'engage à entretenir le jeune couple parce que l'aura de ce jeune qui est tellement calé rejaillit sur la famille, et qu'on appelle un srout, un mérite. Et donc, on a voilà, deux noblesses, une noblesse d'argent et une noblesse intellectuelle, qui se rencontrent à la faveur de l'étude du Talmud d'un côté ou des affaires de l'autre. Ça, c'est un phénomène tout à fait intéressant et qu'on ne voit se développer pratiquement qu'en Pologne. Parce qu'il y a cette fierté du jeune qui a beaucoup de savoir, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui a beaucoup de savoir. Alors, on a vu que cette communauté juive polonaise est extrêmement autonome et le problème de l'anti-judaïsme, de l'antisémitisme en Pologne se pose dans des termes totalement différents de l'anti-judaïsme en Europe occidentale ou même dans les pays séfarades. Alors, ça commence comme ça. En fait, en Europe occidentale, l'anti-judaïsme, il est presque mythologique. Je m'explique. Il est basé sur une acceptation extrémiste de la foi chrétienne. En dehors de l'Église, hors de l'Église, point de salut, vous connaissez cette phrase. Une ferveur religieuse disproportionnée et agressive et qui agit même en l'absence du juif. En fait, les communautés juives d'Europe occidentale sont des petites communautés qui n'ont pas une très très grande influence économique. Ils en ont une, mais pas très importante, sauf à Amsterdam, c'est un cas particulier. Amsterdam, on fera une série de cours sur la vie à Amsterdam au XVIIe siècle. C'est tout à fait intéressant, mais c'est autre chose. Dans le reste de l'Europe occidentale, la puissance juive est très très relative, pas très très loin. Ils gênent personne, et pourtant l'antisémitisme se développe sous les coups de boutoir de l'Église. Encore une fois, il est presque mythologique dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de monde en face, et uniquement basé
sur un sentiment d'hostilité religieuse et par le développement d'une ferveur religieuse disproportionnée chez les chrétiens. Et ce qui est assez amusant, enfin amusant, c'est tout relatif, c'est que même en l'absence de juifs, cet anti-judaïsme perdure. On n'a pas besoin de juifs pour être antisémite. Vous le voyez dans la période contemporaine, ça remonte à très loin et ça continue toujours encore aujourd'hui. Alors, en Pologne, à l'inverse, les sentiments anti-juifs sont nés de la même manière, sous les coups de boutoir de l'Église. Mais très très vite, cette excuse ou cette raison religieuse va baisser ou s'effacer devant un autre type de haine. En fait, la haine anti-juive en Pologne est due à l'importance de la communauté. Il y a une grande partie de la communauté polonaise est juive, c'est à peu près 10% de la population, et cette communauté juive a une importance déterminante dans l'existence des Polonais. Je vous explique cette affaire-là. Cette importance, cette prégnance, cet entrisme juif dans la vie des Polonais, c'est ce qui va nourrir cette haine. Alors évidemment, par derrière, l'Église fait consciencieusement son boulot, on va en parler tout à l'heure, mais c'est secondaire en fait. Le fond de l'affaire, c'est que les Juifs font partie du corps social. À l'inverse des pays d'Europe occidentale, ils sont très importants dans l'économie, dans l'administration, dans l'économie générale du pays. Et le Polonais, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit noble ou qu'il soit manant ou paysan ou citadin, rencontre en permanence le Juif. Et non seulement il le rencontre, mais il en a besoin. Il en a besoin pour vendre, pour acheter, pour emprunter, pour aller à l'auberge. Il est toujours en but aux Juifs. On a même vu des villages, c'était un petit peu antérieur, où il fallait l'accord du Juif pour pouvoir aller baptiser son gosse à l'église. C'est arrivé dans quelques villages, c'est pas très courant. Mais on a en permanence besoin, affaire aux Juifs pour pouvoir vivre son quotidien. Et voilà. Et ce fait escamote partiellement, en tout cas, l'aspect originel et fondamental de l'antijudaïsme, qui est l'antijudaïsme chrétien. D'un autre côté, aussi, ce juif, alors je vais dire, on le rencontre tout le temps et il est indispensable. On ne peut pas faire sans lui. Il est indispensable aux opérations de la vie courante et il est indispensable pour assurer sa propre vie, sa propre existence quotidienne. Alors voilà, ça c'est la raison pour laquelle il y a cet antijudaïsme en Pologne, au départ, est de nature très très différente. Il est clairement de nature sociologique beaucoup plus que religieuse. Il y a un côté religieux qui se développera après au 19e, au 18e et au 19e siècle, ça c'est une autre affaire, mais pour le moment, jusqu'à la fin du 17e, non, c'est plutôt un antijudaïsme à caractère social. L'animosité entre juifs et chrétiens, d'ailleurs, n'est pas quelque chose d'exceptionnel en Pologne. On retrouve exactement les mêmes tensions, les mêmes conflits entre les différents groupes sociaux, nationaux ou religieux. Vous avez une haine des catholiques à l'égard des protestants, vous avez une haine des artisans à l'égard des commerçants, c'est exactement le même type d'animosité, d'hostilité qu'on trouve dans d'autres groupes sociaux. Donc ça n'est pas un caractère spécifiquement juif. Il se trouve que ce sont les juifs qui représentent quelque chose, mais ça n'est pas spécifique. Alors, il y a quelque chose quand même de différent chez les juifs par rapport aux autres groupes sociaux. D'abord, ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est quand même un petit peu embêtant, évidemment, dans un pays chrétien. Et puis, quelque chose de très amusant, c'est que on appréciait énormément les prouesses physiques. Les gens qui sont costauds, les grandes gueules et les gros bras. Et les juifs, c'est pas du tout leur truc. Les juifs, la culture physique, aujourd'hui, on a changé un peu. On est devenu hédoniste aujourd'hui. On fait comme tout le monde. Donc, on fait de la gymnastique. Mais il paraît que c'est bon pour la santé. Alors, Besséder.
Mais à l'époque, franchement, ce n'était pas la préoccupation essentielle des Juifs, pour ne pas dire qu'ils s'en foutaient complètement. Mais du coup, on les méprisait parce que j'étais fait un petit peu faiblard, un petit peu maigrichon, ils n'avaient pas des gros biscottos. Et voilà, donc on les méprise un petit peu pour leur apathie vis-à-vis des sports. Alors, cela dit, le fait qu'ils ne soient pas très sportifs, c'est une aubaine pour les gens qui veulent leur faire du mal. Ce sont de vrais souffres-douleurs, ils ne sont pas capables de se défendre. Alors évidemment, on peut taper dessus, ils ne vont pas réagir. Et il y a autre chose quand même. Ça, c'est un épiphénomène, ce n'est pas essentiel. Il y a quand même un certain nombre de livres et de pamphlets qui vont sortir à cette époque-là, à tonalité clairement anti-juive, diffamatoires, et qui décrivent les abjections et les mauvais comportements des juifs. Ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'aucun de ces pamphlets, aucun de ces livres n'est le fait d'un noble. Ils sont produits, écrits ou commandités par les bourgeois. Donc petit commerce, petit artisanat. Jamais un noble n'a commandité un pamphlet ou un livre antisémite à cette époque-là. Et voilà. Et ces bourgeois, ben pourquoi ils écrivent ça? Parce qu'ils sont en situation de concurrence, c'est tout à fait classique. Alors, qu'est-ce qu'on attaque dans ces livres? Ben, on attaque les méthodes commerciales des Juifs. Ils font du dumping, ils vendent pas cher, ils vendent pas assez cher, alors on ne gagne pas grand-chose. Euh, et en fait, les accusations à caractère religieux sont tout à fait secondaires dans ces livres. Elles existent, mais elles sont tout à fait reléguées à un rang subsidiaire. L'essentiel est consacré à attaquer leur méthode commerciale ou bien le travail des artisans qui est pas bon ou qui est trop bon ou qui est trop cher ou qui est pas assez cher, peu importe. Tous les phénomènes de concurrence, les reproches religieux sont vraiment relégués en fin de bouquin, en fin de pamphlet, c'est tout à fait secondaire. Et ça, c'est très intéressant, c'est typique de la Pologne. Dans tout le reste de l'Europe, tous les pamphlets, tous les livres contre les Juifs sont uniquement basés sur des problèmes religieux, pas en Pologne. Vous voyez la nuance. Et pourtant, qu'est-ce que nous tous sommes empreints de se souvenir d'une Pologne chrétienne antisémite à cause de l'Église. Et c'est vrai, mais c'est les 2 derniers siècles, le 19e et le 20e évidemment. Voilà. Alors, il y a un clergé quand même. Et le clergé, lui, ben, il reste sur sa ligne traditionnelle, peuple déicide, tout ce que vous voulez, vous connaissez ça. Et on a par exemple un jésuite, alors ça, c'est pas la production des bourgeois, il s'appelle Pierre Scarza, qui édite un livre qui s'appelle La vie des saints. Et ce livre va faire florès, il va être terriblement diffusé. Ce sera le livre de chevet des Polonais. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un livre d'anti-judaïsme chrétien, extrêmement virulent. Et ce bouquin, d'ailleurs, ce Scarza, sera procureur contre les Juifs dans plusieurs procès en profanation d'hostie, parce que ça existe en Pologne quand même. Et puis, son bouquin va former des générations de jeunes Polonais qui seront allés à l'origine d'émeutes, mais pas encore de pogroms. Le pogrom, c'est quelque chose d'infiniment plus violent. On appellerait ça aujourd'hui du terme très joli d'incivilité. Un petit peu plus que des incivilités, mais enfin, des agressions verbales, des choses comme ça. À telle enseigne que les Juifs vont spontanément prendre l'habitude de payer ce qu'on appelle le Kotzubalek. C'est une espèce d'impôt volontaire, pas officiel évidemment, une redevance annuelle qui les met à l'abri de toutes ces, entre guillemets, incivilités. Ça, c'est avant le XVIIe, fin du XVIIe, oui, pendant le XVIIe siècle, à peu près. Voilà. Et alors, il y a encore une catégorie dont on n'a pas parlé, c'est les paysans illettrés. Alors, ces braves paysans, ben, ils ont tout simplement rien à dire. Mais quand même, ils ont des dictons. Avec la paysannerie a beaucoup de proverbes. Et les dictons en disent très très long sur comment ils ressentent les choses.
Je vous en donne deux. Nous autres paysans sommes toujours dans le malheur. Nous devons nourrir le Seigneur, le prêtre et le juif. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à noter. On met dans le même sac le prêtre et le juif. C'est donc pas une attaque religieuse, c'est encore une fois une attaque sociale. Le noble, le prêtre et le juif. Autre dicton, là c'est un petit peu moins net, ce que les paysans gagnent, le seigneur le dépense et le juif en profite. Donc bon, clairement, on n'aime pas beaucoup les juifs, vous avez compris. Voilà, ça c'est la situation qui prévalait en gros avant le potok, avant le déluge, avant l'affaire de Chmielniki. Et puis arrivent ces fameux massacres de Chmielniki, 1648, 49, 50, quelque chose autour de ça, et on va voir quelles en sont les conséquences. Alors, les conséquences sont absolument désastreuses, évidemment, mais bien au-delà des massacres des Juifs et des nobles. Les massacres de Chmielnicki, c'est le début du démantèlement de la Pologne. Alors, ce n'est pas l'essentiel de notre souci, mais enfin, il faut quand même comprendre que dans une situation politique complètement détraquée, complètement déséquilibrée, évidemment, les Juifs vont prendre des coups, c'est évident. Donc, c'est un désastre pour les Juifs, majeur, mais c'est aussi un désastre pour les Polonais. C'est le début de la décadence de la Pologne et qui mènera donc, ce que je viens de vous dire, au démantèlement à la fin du XVIIIe siècle. C'est la fin de la période heureuse, on va dire heureuse des Juifs polonais. On ne va pas parler d'âge d'or quand même, il ne faut pas exagérer, mais enfin quand même une période heureuse où des Juifs ont eu des grosses situations. La communauté vivait bien, je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus, mais c'est la fin de cette période. C'est terminé, euh, avec des conséquences non seulement sur le judaïsme polonais, mais sur le judaïsme dans le monde entier. On va y revenir tout de suite. Avec les massacres de Chmielnicki, beaucoup de Juifs vont être vendus comme esclaves vers l'Empire ottoman. Et ça aussi, ça va donner lieu à un mouvement mondial du judaïsme pour les racheter. Nous en parlerons, on va être amené à en parler. Donc, beaucoup de Juifs vendus comme esclaves aux Ottomans. Et puis, il y a les pertes, évidemment. On estime autour de 150 000 Juifs qui ont été massacrés par Chmielnicki, c'est-à-dire une grande partie de la communauté a été décimée. Les bases économiques des Juifs de Pologne sont totalement ébranlées. Toute la communauté est plus ou moins dissoute et le judaïsme polonais, qui était très important et très puissant, ne s'en remettra jamais. Alors, ils vont avoir une progression démographique, tout ça nous le verrons. Mais pour autant, jamais plus les Juifs de Pologne ne reviendront à leur situation d'avant 1648, où c'était des gens qui étaient bien situés, convenablement situés, à peu près paisibles, avec de temps à autre des petites éruptions, mais à peu près tranquilles dans leur pays. C'est terminé, c'est fini. En fait, si vous voulez, 1648, c'est le début de la disparition lente et qui va s'étaler sur 3 siècles de la communauté juive de Pologne, qui aujourd'hui est pratiquement inexistante. Pratiquement, plus beaucoup de juifs. Voilà. À la fin du XVIIe siècle, il y a déjà un premier élément qui arrive. Les juifs cessent d'être les premiers banquiers du pays. Ça, c'est fondamental. Ce n'est plus eux qui détiennent l'essentiel des capitaux, ce sera surtout l'Église, les couvents et des monastères. Or, à partir du moment où les Juifs n'ont plus ces gros capitaux qui servaient tellement, ce sont des gens beaucoup moins intéressants, évidemment. Alors, ça ne va pas arranger leurs affaires. Bien pire que ça, les Juifs vont s'endetter. Ils vont s'endetter, et essentiellement les communautés. Pourquoi essentiellement les communautés? Parce qu'il y a un principe d'aide, de tzedaka pour les pauvres, et donc on essaye de le maintenir le plus longtemps possible, et finalement ce sont les communautés qui vont se retrouver dans la pauvreté, y compris les Chevrot. Je vous avais parlé notamment des Chevrot Kadishot, qui sont des Chevrot extrêmement fortunés,
et qui vont perdre tous leurs moyens à aider autant qu'elles le peuvent les gens qui sont dans le besoin, parce que l'aide aux pauvres, c'est quelque chose de fondamental. Tout ce qu'on appelle la tzedaka, c'est essentiel jusqu'à aujourd'hui. Et donc, les cas, les communautés vont littéralement s'effondrer. Et donc, ça engendre un gros problème social, parce qu'il y a des gens très, très pauvres. Autre conséquence, un tout petit peu plus tard, 80 ans plus tard, le VAD, Arba Aratzot, va être dissous. Le Conseil des 4 pays va être dissous. Alors pourquoi? Parce que le roi décide de remplacer l'impôt global, donc un impôt fixe pour toute la communauté juive, aux Juifs de se débrouiller pour le répartir, par un impôt par capitation. On avait déjà vu ça. L'impôt individuel rapporte plus d'argent au roi. De conséquence, le Vaad Arba Aratzot a moins de raison d'être, puisque quand même un point essentiel de son activité, c'est la répartition des impôts. Et deuxièmement, ça va appauvrir les communautés, puisque l'impôt sera plus lourd que ce qu'il était auparavant. Alors, c'est une dégradation économique, encore une fois, et c'est la fin de l'autonomie juive par la disparition du Vaad Arba Aratzot en 1765. Donc, il a été créé en 1580, il va durer en gros 2 siècles, 1765, c'est terminé. La communauté juive tombe en décadence, et alors, il va y avoir plusieurs conséquences. Déjà, beaucoup de juifs vont s'exiler. Une partie d'entre eux va littéralement s'expatrier, partir vers d'autres cieux. Par exemple, beaucoup vont aller vers la Hongrie et la Roumanie. Ce sont 2 pays où il y a des communautés juives, mais très peu importantes. Et c'est après l'exil, justement, des Juifs de Pologne que ces communautés vont se développer. Notamment en Hongrie, on aura une très, très importante communauté qui va être largement décimée aussi, vous le savez, pendant la Shoah. Et puis, d'autres Juifs vont s'exiler, nous l'avons déjà vu, ça vers les campagnes, où ils deviendront aubergistes, artisans, colporteurs, tout en vivant dans une extrême misère. Mais pourquoi on les reçoit à la campagne? Nous l'avons vu, les nobles ont tout à y gagner. Alors, ce massacre de 1648, je vous l'ai dit, dans la conscience, dans la mémoire des Juifs de Pologne, est aussi marquant que le Khurban du Bayit Sheini ou que l'expulsion des Juifs d'Espagne. À tel point qu'en 1650, le Vaad Arba Aratzot a décrété un deuil national à la mémoire des victimes de Chmielniki et une défense de porter des vêtements en soie ou en velours pendant 3 ans, manière de marquer le deuil. Le jour de deuil qui a été choisi, c'est le 20 Sivan. Alors, à propos de ce jour de jeûne, il a été très longtemps observé et il est encore observé de nos jours par certains groupes juifs, notamment les chassidim de Pels, je crois, et de Potok. Enfin, il y a 2 ou 3 cours chassidiques qui continuent de respecter ce jeûne, mais ce qui n'a rien à voir avec la Pologne, il se trouve que ce 20 Sivan est également un jour de jeûne pour les Juifs français. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Eh bien, en 1171, fais un petit saut en arrière là, en 1171, le 20 Sivan, c'est la première fois qu'il y a une accusation de crime rituel en France, contre les Juifs évidemment. Et ce sera suivi par un terrible massacre, notamment à Blois. Et Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachi, décrète un jour de jeûne pour les Juifs de France, en tout cas ceux qui relèvent de son autorité, le 20 Sivan, la même date exactement. C'est assez intéressant. Voilà, simplement un parallèle. Je m'arrête là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet de ce qu'on va voir ce soir, mais il se trouve que c'est le même jour également pour un massacre, donc le massacre de Blois, dont en son temps, quand on a parlé des Tosfot, je vous avais parlé de ce massacre de Blois.
Bien, revenons à nos Polonais. Également, en même temps que ce décret d'un jour de jeûne, on a rédigé des keynotes qui existent toujours encore, donc des lamentations sur les massacres qui ont eu lieu en 1948. Et puis alors, la communauté va réagir. Dans ces massacres, dans ces malheurs, on voit la rétribution de nos péchés, la rétribution de notre mauvais comportement. Et donc, on va chercher à faire pénitence. Vous allez voir comment je vais vous amener tout doucement vers une modification radicale du judaïsme polonais. Vous me voyez arriver, je viens avec des gros sabots, mais on va y aller par petites étapes. Alors, les fugitifs, ceux qui ont quitté la Pologne, se répandent à travers toute l'Europe et rapportent les nouvelles en Europe. Et les communautés sont atterrées par ce qui s'est passé. Et ces communautés vont se mobiliser pour venir en aide aux Juifs de Pologne, mais pas que. Il y a aussi des rabbins qui partent, qui quittent la Pologne après 1948, et ils sont très calés. Ce sont vraiment des rabbins de très 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 haut niveau, et ce qui fait qu'ils sont partout très très bien accueillis, évidemment. Alors il y a deux types de rabbins. Il y en a qui sont itinérants, qui vont de ville en ville, de communauté en communauté, et qui apportent leur enseignement et puis sont rétribués. Puis il y en a qui vont faire souche, qui vont s'installer. Je vais vous en donner deux exemples. Nous avons le rabbin Tzvi Hirsch Ashkenazi, un éminent talmudiste. On a plein de noms que vous allez entendre petit à petit, une foison de rabbins de très très haut niveau. Ce rabbin Tzvi Hirsch Ashkenazi, c'est le fils d'un rabbin de Vilna. Il a enseigné à Ofen, à Sarajevo, allez voir, il fait le tour, hein, à Vienne, à Venise, à Prague, à Altona, Altona c'est près de Hambourg, à Amsterdam, à Londres, et puis il finira par revenir à Lvov, où il va terminer sa carrière et sa vie. D'autres vont se fixer dans des communautés, faire souche et devenir les rabbins de ces communautés, à tel point qu'un historien va dire d'une façon peut-être pas très sympathique. Alors, il est né en Pologne, mais il a fait ses études et il a vécu en Allemagne, à Hambourg. C'est un très grand historien, mais dans ses propos, on sent un petit peu de mépris quand même pour les Juifs polonais. Il s'agit de Heinrich Gretz, un très grand historien. C'est le premier historien qui a écrit une histoire complète du peuple juif. Après, il y aura Dubnow. Et Gretz, il écrit tout le judaïsme européen se polonise. Ce n'est pas très sympathique, mais par contre, ça reflète effectivement ce qui se passe, c'est que les rabbins de Pologne viennent et enseignent en Europe. Alors, la population juive émigre par milliers vers la Roumanie, vers la Hongrie, je vous l'ai dit tout à l'heure, et dans le monde entier, enfin, le monde ashkénaze, le monde séfarade a moins eu écho de ce qui se passait en Pologne. Ils ont eu des échos, mais moins. Et puis le monde séfarade est extrêmement pauvre aussi. Donc les collectes sont un peu plus compliquées. Dans le monde ashkénaze, on se mobilise pour aider et essentiellement pour acheter les esclaves qui ont été vendus en Turquie à Constantinople. Et tous les juifs qui ont été vendus seront rachetés par le judaïsme occidental qui va vraiment se mobiliser. C'est intéressant de voir quand même ces communautés, cette solidarité transfrontalière, transnationale, qui agit pour aider des juifs dispersés à droite ou à gauche. C'est le plus grand mouvement de solidarité juive qu'on n'a jamais vu à l'époque et probablement depuis aussi. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, il faut bien comprendre. Et c'est un mouvement énorme, vraiment énorme, quelque chose de très très important. Voilà, alors tout le monde est frappé par ce désastre subi par cette communauté de Pologne, la plus grande communauté d'Europe, et cette année 1648,
5408 du calendrier juif, est vu dans la Kabbale, alors vous savez que la Kabbale, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut, est vu dans la Kabbale comme l'année de venue de Mashiach. Et donc, on est tout à fait rigoureux. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement les douleurs de l'enfantement de Mashiach. C'est logique. Pour venir au monde, il y a des douleurs. Et c'est décrit d'ailleurs dans le texte, ce sera précédé de douleurs. Eh bien, ce sont les douleurs de l'enfantement du Mashiach. C'est aussi une manière d'espérer autre chose. Et c'est là précisément que nous comprenons cette soif de messianité, cette soif de mystique, cette soif d'espoir, ce besoin de savoir vers quoi se tourner. Encore une fois, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, nous y arriverons partiellement ce soir, mais on ne va pas terminer, je vous rassure. Et la première réponse à cette soif, eh bien, c'est Shabtai Tzvi. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Shabtai Tzvi, nous l'avons vu, mais il est bigame, il a épousé la Torah, il se dit roi des Juifs, il est musulman, enfin c'est un sacré méli-mélo, et surtout toute sa carrière se déroule dans le monde séfarade. Et pourtant, il a un impact très important en Pologne. Alors bien sûr, sa première épouse était une juive polonaise, je vous rappelez, qui est partie à Amsterdam, et en fait c'est toute une histoire, je vous l'avais racontée. Alors, il a une théologie nouvelle, tout ça nous l'avions vu, et ça suscite beaucoup d'espoir chez les juifs, notamment à Hambourg, à Amsterdam, à Avignon. Jamais mis les pieds à Hambourg, pas plus qu'à Amsterdam. À Avignon, à Venise, au Caire, à Salonique. Mais alors, bien qu'il ait jamais séjourné en Pologne, ces théories vont bouleverser une partie de cette communauté et chambouler un grand nombre de juifs polonais. Alors comment ça se fait? Ben parce qu'il y a des rapports, il y a des récits, il y a des gens qui voyagent aussi, qui racontent. Et puis surtout, plus grand est le malheur, plus impérieux est le besoin d'un salut imminent. On a tellement subi qu'il y a une raison, il faut bien qu'on sorte de cette situation-là. Et alors, il va avoir un impact très important sans avoir jamais mis les pieds. Je vous l'ai dit, et je vais vous raconter deux, trois petites choses là. On a déjà un témoignage chrétien qui date de 1666 et qui est très éloquent. Voilà ce qu'il dit. Les Juifs se réjouissent et se prennent à espérer que le Messie va les transporter sur un nuage jusqu'à Jérusalem. En ce temps, ils jeûnaient plusieurs fois par semaine, privant même leurs enfants de toute nourriture, s'ablutionnaient dans l'eau froide en cassant la glace des rivières, et récitaient je ne sais quelle nouvelle prière récemment excogitée, et joliment exprimée. Lorsque le ciel se couvrait dans un village de nuages au-dessus d'un bourg ou au-dessus d'un village, les Juifs se vantaient devant les chrétiens et disaient que le Messie allait les emporter immédiatement pour les établir en Israël et à Jérusalem. Alors, bon, voilà. Alors, suite à ces manifestations un petit peu intempestives dans les rues, il va y avoir des plaintes, il va y avoir des troubles, il va y avoir des bagarres, et le roi Casimir va intervenir et interdire aux Juifs de manifester trop bruyamment, et surtout, il interdit aux chrétiens de molester les Juifs. Ce que je vous disais tout à l'heure, les rois protégeaient les Juifs. Ça, c'est le témoignage d'un chrétien. Maintenant, je vais vous lire un autre témoignage. Alors ça, c'est un personnage tout à fait étonnant. C'est une femme qui s'appelle Glückel de Hameln. Glückel de Hameln. Je vous raconte son histoire. Elle est née en 1646 à Hambourg, donc une Allemande, hein, dans une famille ashkénaze aisée, et en 1690, elle décide d'écrire ses mémoires un an après le décès de son époux. Ah, imaginez-vous déjà la personne que c'est.
À l'époque, une femme qui écrit ses mémoires, c'est quand même pas banal. On est en 1690. C'est un personnage, je vous assure. Alors, son mari était un riche commerçant, juif très pratiquant, dont elle a eu 14 enfants. Ouais, elle a fait des petits. Voilà. Alors maintenant, pourquoi cette femme du XVIIe siècle décide d'écrire ses mémoires alors qu'elle est mère d'une nombreuse nichée? Elle est très cultivée, c'est une femme d'affaires parce qu'elle a repris les affaires de son mari. Donc il faut qu'elle mène les affaires, il faut qu'elle élève ses enfants et malgré tout, elle trouve encore le temps d'écrire ses mémoires. Et pourquoi? Et voilà ce qu'elle écrit. Mes enfants, j'ai décidé d'écrire le livre après la mort de votre saint père pour soulager un peu mon âme lorsque des pensées mélancoliques me viennent et que les soucis m'oppressent. Bien. Et dans ses mémoires, elle donne des conseils à ses enfants. Soyez pieux et charitables, servez Dieu de tout votre cœur, apprenez régulièrement un passage de la Torah. Écoutez ça, soyez honnêtes dans les affaires aussi bien avec les juifs qu'avec les païens. Ça, c'est pas banal. Pour que le nom de Dieu ne soit pas profané. Pour éviter tout Chilul Hashem. C'est quand même remarquable. Et puis, alors, ces mémoires sont rédigées en judéo-allemand, en yiddish, et il y a quelques expressions latines dedans, et puis elles vont être transmises dans la famille de génération en génération, et vont être finalement traduites en français, en anglais, en allemand et en hébreu. Voilà. Alors, elle raconte là-dedans plein de choses. Sa rencontre avec des juifs de cour, les événements vécus par les juifs de Hambourg, de Metz, d'Amsterdam, de Berlin, leur niveau de vie, etc. Et elle évoque évidemment l'arrivée de Shabtai Tzvi. Et c'est ce que je vais vous raconter. Alors voilà ce qu'elle écrit. Donc c'est un témoignage en prise directe avec la diffusion des idées de Shabtai Tzvi. C'est à cette époque qu'on a commencé à parler de Shabtai Tzvi. On ne saurait décrire la joie qui s'empara de tous lorsqu'on reçut les lettres parlant de Shabtai Tzvi. Ce sont les Portugais, elle est à Hambourg, soit à Hambourg, soit à Altona, donc communauté où il y a des juifs ashkénazes, mais aussi des juifs séfarades. Séfarades au sens authentique, donc originaires d'Espagne. Et il y a une choule séfarade, il y a une choule ashkénaze. Ce sont les Portugais qui en reçurent le plus. Ils les apportaient dans leur synagogue et les y lisaient à haute voix. Les Allemands aussi, jeunes et vieux, allaient alors dans la synagogue portugaise. Les Portugais mettaient leurs meilleurs vêtements et par-dessus une large ceinture en soie verte. C'était la livrée, l'habit de Shabtai Tzvi. Ils allaient en chantant et en dansant dans leur synagogue et lisaient les missives. Certains ont vendu toutes leurs possessions car ils espéraient chaque jour être délivrés. Feu mon beau-père, que ça devient savoureux. Feu mon beau-père quitta Hameln, c'est donc une petite ville en Allemagne, abandonna sa maison et tous ses meubles et alla vivre à Hildesheim. De là, il nous expédia ici à Hambourg 2 grands tonneaux remplis de linge et de divers aliments, pois, haricots, viande séchée, pruneaux et tout ce qui se conserve bien. Car le digne homme pensait que nous irions tous directement de Hambourg en Terre Sainte. Voilà des gens cultivés, puissants, commerçants, qui font du commerce international aussi, et qui sont complètement mystifiés par Shabtai Tzvi. C'est absolument stupéfiant. Pas notre Glickel, elle ne se laisse pas avoir, cette histoire-là, mais c'est son beau-père. Ces tonneaux sont restés plus d'une année dans ma maison. Finalement, mes beaux-parents se sont dit que la viande et les autres aliments allaient pourrir.
Ils nous ont donc écrit d'ouvrir les tonneaux et de les enlever pour ne pas abîmer le linge. En tout, les tonneaux sont restés chez nous près de 3 ans. Et mon beau-père pensait toujours qu'il pourrait lui servir pour son voyage. Mais il n'a pas encore plu à l'Éternel de nous délivrer. Nous savons bien que l'Éternel nous l'a promis. Et si au fond de nos cœurs, nous avions été plus pieux et moins méchants, attendez voir, vous allez voir et faire des parallèles tout seul. Si nous avions été plus pieux et moins méchants, certainement il aurait eu pitié de nous. Si seulement nous avions observé le commandement aime ton prochain comme toi-même. Mais tels que nous sommes, comment Dieu aurait-il pitié de nous? La jalousie et la haine règnent parmi nous et ne sont pas belles à voir. Je vous laisse faire vos commentaires tout seul. Pourtant, ce que tu nous as promis, Hachem, tu le tiendras royalement et gracieusement. Même si nos péchés t'obligent à nous faire attendre l'accomplissement des promesses, elles seront tenues au moment fixé par toi. Nous allons donc espérer en toi, multiplier nos prières pour qu'un jour tu nous envoies la délivrance complète. Je vais sur ce sujet m'en tenir là et reprendre mon récit. Voilà le témoignage de Glickel où est-ce qu'elle est, nouveau Hansel Hammel, sur l'impact de Shabtai Tzvi sur une population juive. Alors, ils sont à Hambourg, mais c'est la même chose en Pologne. On n'a pas de témoignage du même type en Pologne, mais c'est la même chose, le même phénomène. Ça chamboule complètement, d'ailleurs, on va voir tout de suite, on va en reparler. Alors, pour vous terminer l'histoire de Madame Gluck, parce que c'est quand même un personnage pas banal, elle hésite beaucoup, mais finalement, en 1700, elle va se remarier. Elle ira habiter à Metz, c'est pour ça qu'elle parle de Metz d'ailleurs, et décédera en 1724. Voilà l'histoire de Gluckel de Hameln et son témoignage sur Shabtai. Alors, curieusement aussi, dans cette même année 1666, c'est aussi une année mémorable pour les chrétiens. Un schisme va se créer dans l'Église orthodoxe qui donnera naissance à des sectes, par exemple les Shlisti, dont les pratiques, la flagellation, la rédemption par le péché, ça vous dit quelque chose, ça? C'est exactement la théorie de Franck et la théorie de Shabtai Tzvi. La rédemption par le péché, la débauche, s'apparente effectivement au principe de Shabtai Tzvi et de Franck. Est-ce qu'il y a eu des influences réciproques? Je ne peux pas répondre et je ne me lancerai pas dans cette polémique. Toujours est-il que si le sabbatianisme a très rapidement disparu en Europe de l'Ouest, pas au Moyen-Orient, hein, pas en terre séfarade, il a duré très longtemps puisqu'il perdure encore sous la forme des dönmés aujourd'hui en Turquie. En Pologne, le sabbatianisme a fait pousser des racines profondes, très, très, très ancrées. On attendait une résurrection de Shabtai Tzvi à tel point qu'en 1700, beaucoup plus tard, un millier d'adeptes, des hommes, vont partir vers Jérusalem et vont y parvenir en abandonnant tout derrière eux, y compris les familles, femmes et enfants, avec l'espoir de les faire venir par la suite. Un millier de personnes, c'est pas rien. Ça va tellement loin qu'en 1725, les rabbins d'Amsterdam, qui pourtant ne doivent pas trop la ramener, parce qu'Amsterdam, Shabtai Tzvi, il a fait du bruit. Il a fait beaucoup d'adeptes. Mais enfin, voilà ce qu'écrivent les rabbins d'Amsterdam. Jadis, la Torah venait de Pologne, et maintenant ce pays est un foyer d'infection pour les autres pays. On parle là de judaïsme, évidemment. C'est assez dur hein, comme propos. C'est pas très tendre. Il y aura beaucoup de successeurs à Shabtai Tzvi. Abraham Cardozo, je ne vous en ai pas parlé, c'est 1626-1706, c'est à peu près toujours la même période, qui est mis au Kherem dans la zone géographique séfarade. Et puis, alors il a écrit plusieurs livres pour expliquer sa pensée. Dans l'ère messianique, la Torah n'existera plus telle qu'elle se présente aujourd'hui. Évidemment, ça passe pas très très bien.
Un autre exemple, c'est Mordechai ben Chaim d'Eisenstadt. Ah, ça vous parle un petit peu plus. Il est dans la sphère ashkénaze, effectivement, 1650-1729. Il est suspect de rapprochement avec le christianisme. Il est originaire d'Eisenstadt en Autriche, circule en Europe centrale et en Pologne, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, et propage que Shabtai Tzvi va réapparaître. Il est très éloquent, il parle très très bien et attire beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens en tout cas qui viennent l'écouter. Il y en aura beaucoup d'autres encore qui vont arriver sur le marché et dont nous avons parlé ou pas, mais surtout dans la sphère, essentiellement dans la sphère séfarade, avec par exemple Jacob Guérido, ça c'est une histoire dramatique. Jacob Guérido, il entraîne son père, qui est un très grand rabbin qui s'appelle Philosophe, euh, qui est rabbin salonique. Il l'entraîne dans sa chute. Guérido emmène son père et le frère, pardon, Guérido est le frère de la dernière femme de Shabtai Tzvi. C'est pour ça qu'il entraîne d'ailleurs son père. C'est le fils du rabbin philosophe, Joseph Philosophe, et finalement, pour se sauver des autorités turques, le rabbin Guérido et tous leurs adeptes vont se convertir à l'islam en 1683. Ça, c'est vraiment un cas dramatique parce que un type qui est tombé entraîne son père, qui était une sommité rabbinique à Salonique. Mais le plus illustre de tous ces héritiers de Shabtai Tzvi et le plus dangereux, et vous le savez, c'est sans conteste Jacob Frank, qui a littéralement sévi dans la sphère ashkénaze. Ces dates, c'est 1726-1791, c'est donc en plein dans la période de dégradation du monde juif polonais. Et il est, d'après Gershom Scholem, qui est vraiment le spécialiste des faux messies, il a écrit tout un bouquin sur Shabtai Tzvi, une sommité dans ce domaine, Gershom Scholem, il n'a pas été dépassé. Et il écrit, c'est le plus effrayant du judaïsme. Franck. Et il ne le dit pas à la légère. Alors, je vous ai déjà raconté son histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il est né en Podolie. Podolie, c'est l'ouest de l'Ukraine, c'est près de la frontière polonaise. De la même manière que Jacob ben Yehuda Leib, dit Franck, ça c'est son nom, pardon. Jacob Yehuda Leib, dit Franck quand il est revenu de Turquie, vous le savez tout ça. C'est un adepte de Tzvi, il rejette la Torah et se convertit, il est mis au Kherem, se convertit à l'islam. Il fut en Turquie, se convertit à l'islam. Et puis là-dessus, les rabbins polonais sollicitent l'Église pour le mettre au pas. Et l'Église, en la personne de l'évêque Dembrovski, trouve là une belle opportunité de convertir les Juifs. Alors il protège Franck, on provoque une disputation, un débat à Kamenetz, et Franck obtient un gain de cause, et ça donnera lieu à un autodafé du Talmud en Pologne. Ça, tout ça, nous l'avons vu. L'évêque meurt pendant l'autodafé. Et les rabbins voient là-dedans un signal qu'il faut éradiquer le franquisme. L'éradiquer, on parle de violence là. Et du coup, beaucoup de franquistes vont partir vers la Turquie, se convertir à l'islam, jusqu'à qu'en 1758, le roi de Pologne leur accorde une protection. Et donc, alors pourquoi? Parce qu'on les prétend proches du christianisme, et donc il y a une belle opportunité. Franck revient de Turquie, il pousse ses adeptes à se convertir au catholicisme, tout ça nous l'avons vu, je ne m'étends pas. Se fait baptiser en 1759, et finalement, le clergé doute de lui, il n'est pas très sincère, on le met en prison à Czestochowa pendant 13 ans. Et puis, là-bas, il mène une grande vie, même en prison. Finalement, il va terminer sa vie à Offenbach en Allemagne, avec une cour autour de lui de faste, de luxe et de luxure. Bien. Alors, voilà un personnage fondamental parce qu'il a, lui aussi, beaucoup chamboulé les Juifs polonais. Alors, la dérive de Shabtai Tzvi et beaucoup plus encore la trahison de Franck vont laisser une population juive de Pologne
totalement désemparés. Il y a eu les massacres de Chmielniki. On a eu tellement d'espoir avec Shabtai Tzvi et Franck, et patatras, ce sont des voyous, ce sont des parjures, ce sont des ennemis de la Torah. Ils ne savent plus où ils en sont. Ils sont totalement désemparés. Là-dessus, ah oui, c'est presque l'heure. Alors, se rajoute là-dessus la misère, évidemment, dont je vous ai déjà parlé, l'humiliation, l'oppression par le clergé, par la bourgeoisie, l'insécurité. Un certain nombre de Juifs partiront vers l'Allemagne, et puis là-dessus va se greffer, mais je ne vais pas le commencer ce soir, évidemment, un épisode très important qui est la controverse entre le rabbin Jacob Emden et le rabbin Eibeschutz. Vous avez déjà entendu parler de ça? La controverse Emden-Eibeschutz. C'est un préliminaire d'une affaire importante, c'est un préliminaire à l'avènement ensuite du chassidisme. Si je vous explique tout ça comme ça par petites étapes, c'est pour qu'on comprenne bien que va arriver sur le marché le chassidisme, avec le Baal Shem Tov, mais même avant lui déjà, et surtout que les mitnagdim, les juifs lituaniens essentiellement, menés par le Gaon de Vilna, vont mener une guerre contre le chassidisme parce qu'ils ont peur d'une nouvelle fracture dans le peuple juif, comme celle qu'a provoquée Franck ou Shabtai Tzvi. Et on peut comprendre cette attitude. Il se trouve que peut-être les motivations ou les ressorts psychologiques du chassidisme peuvent s'apparenter à ceux de Shabtai Tzvi ou de Franck, sauf que le développement sera d'un tout autre niveau, n'a rien à voir. C'est un développement absolument conforme à la Torah et au Talmud, et ça n'a rien à voir. Les ressorts de cette idée sont peut-être les mêmes, mais les effets ne sont pas les mêmes. Par contre, au niveau du Gaon de Vilna et des ce qu'on appelle les mitnagdim, c'est-à-dire ceux qui sont contre, on comprend leur panique, leur terreur. Donc, ils vont réagir très violemment. Et on va avoir une histoire terrible que je vous raconterai, évidemment. Et c'est comme ça, par petits bouts, on va arriver à, on comprend ce qui se passe. C'est un véritable chamboulement qui, aujourd'hui, est apaisé, évidemment, mais qui a donné naissance à deux courants dans le judaïsme, le courant classique, traditionnel, et le mouvement chassidique, qui est pas rien. C'est très important. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. On se retrouve dans 15 jours. Et il n'y aura pas de rupture dans le cours. Pessah ou pas Pessah, tous les 15 jours, on sera là. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, je n'ai pas les réponses. Merci Georges, on sait que tu as les réponses, donc arrête de dire que non. Allez, c'est parti, s'il y a des questions, vous pouvez. Les micros sont ouverts. Bon, un micro Kodesh. Et comment vous faites pour réunir une telle somme d'informations dans chaque sujet? Bon, il n'y a pas de mérite, hein. Il suffit de prendre des bouquins et de lire. Hein. Et voilà. Aucun mérite. C'est pas très compliqué. Mais ça prend Quand du même. temps. Ça prend un petit peu de temps. Oui. Mais c'est intéressant. Puis il faut s'intéresser. Voilà. C'est moi qui Oui. gagne là-dedans. J'apprends plein de choses. Et vous allez voir, on va encore avoir des histoires magnifiques. Vraiment intéressantes. Merci. Avec plaisir. Non, il n'y a personne. Bon, pas de questions. Donc, j'ai été clair. Très clair, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Cette belle photo derrière toi. Hein, c'est sympa, hein.